merci d'être venu. Je m'appelle Rochin Fernandez et en fait, peut-être que vous me connaissez, il y a quelques amis là, mais j'ai plusieurs casquettes, même peut-être trop de casquettes. Hein. Je suis enseignant-chercheur ici à l'Université de Nantes. Ah, pardon. C'est vrai aussi. Et puis, maintenant en détachement, je dirige la Cinémathèque Basque et je suis membre du comité de direction et sélection du Festival de Saint-Sébastien et Festival de Nantes. Trop de choses. Mais là, je vous parle plutôt en tant que directeur de la Cinémathèque Basque parce que le livre qu'on va présenter aujourd'hui, c'est un livre qu'on a publié en Espagne, en basque et en espagnol en 2015. Et que maintenant, on vous présente aujourd'hui la traduction française avec, il faut tout dire, une actualisation, parce que voilà, depuis 2015, il se sont passé beaucoup de choses au sein du cinéma basque. Donc, je ne serai pas très long. Hein. Je préfère après parler avec vous et peut-être il y aura des questions, des commentaires par rapport au cinéma basque et par rapport à cet ouvrage. Mais ce qu'on avait organisé à Saint-Sébastien, concrètement, c'était ce qu'on a voulu organiser, c'était un congrès à l'Université du Pays Basque qui a eu lieu au mois de juillet 2014. Et là, mon idée, ça a été de faire un congrès universitaire comme on avait l'habitude d'organiser ici, par exemple à l'Université de Nantes, mais pas seulement avec quelques spécialistes du cinéma basque, etc. Mais j'ai voulu mélanger le côté académique et les cinéastes aussi. C'est-à-dire, c'est pour ça que le livre s'intitule « Cinéma basque, 3 générations de cinéastes ». Donc, qu'est-ce qu'on a organisé? Voilà, un congrès de 2-3 jours, avec quelques conférences, bien sûr, hein, sur pas mal de questions sur le cinéma basque, sur les cinémas au Pays Basque, avec 5 tables rondes où les protagonistes étaient vraiment les cinéastes. Et là, on a eu le plaisir d'organiser une première table ronde avec ce qu'on a appelé la première génération de cinéastes basques, c'est-à-dire les cinéastes basques qui ont commencé à faire du cinéma pendant les années 60-70. C'est-à-dire, on avait invité Víctor Erice, Pedro Lea, Moncho Armendariz, Imanol Uribe et Ana Díez. Vous les connaissez presque tous. Ils sont tous, sauf Erice, ils sont tous venus à Nantes. Et d'ailleurs, je devrais commencer peut-être comme ça. Si on a voulu présenter l'ouvrage ici, c'est parce que, vous savez bien, le festival organise une section appelée Fenêtre Basque depuis 2001. Donc voilà, le rapport entre ce festival et le Pays Basque est très étroit, je dirais. Donc voilà, on a invité tout ce monde-là et on a eu le plaisir on a eu que des réponses affirmatives. Même Erice, Víctor Erice, que vous connaissez, il a accepté. Il est basque, il est né au Pays Basque. On ne le dit pas souvent, c'est vrai, parce qu'il a travaillé surtout à Madrid. Mais il est basque. Il avait accepté mon invitation, même s'il m'a posé quelques questions, parce qu'il m'a dit, et c'est vrai, je n'ai pas produit, mes films n'ont pas été tournés au Pays Basque, donc... Bon, j'ai fait partie de cette génération, mais peut-être, il me disait, un peu moins que Moncho Armendariz, qui avait tourné en 84 Tassio, etc., ou Imanol Uribe, qui avait tourné ses 3 premiers films au Pays Basque. Je lui dis, Victor, il faut que tu sois là. Toi, tu es basque aussi. Et nous, en tant que cinémathèque basque, moi, je dirais peut-être une autre chose en tant que chercheur et mettre conférence, mais ce n'est pas le cas. En tant que cinémathèque basque, ce qui nous intéresse, c'est parler du cinéma basque d'une façon très ouverte. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les cinéastes basques. Voilà. Et donc, il a accepté mon invitation, et c'était vraiment un grand honneur. Tous les autres ont accepté aussi, mais je savais que peut-être le plus difficile, ça allait être Víctor Erice. Bon. Je vous raconte ça parce que il avait son billet d'avion, etc. Bon, Iberia a annulé les vols ces jours-là. Et donc, ça a été vraiment l'enfer.
il m'a appelé, il était à l'aéroport de Madrid, et il m'a dit, c'est une malédiction, tu vois, Océane, je ne fais pas partie du cinéma basque. Je lui ai dit, mais non, Victor, si tu fais partie du cinéma basque, bien sûr, t'es basque, etc. Non, mais tu vois, non, c'est incroyable. Enfin, bon, il n'est pas venu, les autres sont venus, et ça a été un peu dommage. La deuxième table ronde a été consacrée à une deuxième génération de cinéastes basques, et il faut dire que vraiment, c'est une génération à laquelle on ne s'y attendait pas, quoi. C'est-à-dire Moncho Armendariz, qui a tourné Tasio en 1984, Imal Uribe, qui a tourné ses 3 premiers films au Pays Basque, Pedro Lea, qui avait commencé à Madrid, qui revient au Pays Basque, mais qui va rentrer encore à Madrid, et Ana Diez, qui tourne son premier film au Pays Basque, mais tout le monde va partir vers Madrid. Pendant les années 90, la première génération de cinéastes basques disparaissent. C'est-à-dire, disparaissent. Enfin, ces cinéastes disparaissent parce qu'ils vont vers Madrid, où il y a vraiment l'industrie du cinéma espagnol. Et pourquoi ? À mon avis, il y a plusieurs raisons, mais je pense qu'à cette époque-là, l'industrie cinématographique espagnole était très lourde, on va dire. Je dis lourde même physiquement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'industrie cinématographique basque. Il n'y avait pas la possibilité de faire un tournage professionnel, ou presque, au Pays Basque. Donc c'était très compliqué, et finalement, ils ont tous pris la décision de partir. Ils ont parti à Madrid. Donc, voilà, c'était un peu... Voilà, on avait construit quelque chose pendant les années 80. Il y avait un gouvernement basque en place qui commençait à donner des subventions et qui voyait bien l'intérêt de cette opération-là, bien sûr. Mais ils sont tous partis. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, tout d'un coup, et ça a été une véritable surprise, arrive Enrique Urbizu, Alex de la Iglesia, Julio Medem, Bajo Ulloa, Daniel Calparsoro, Elena Taberna. Donc, deuxième génération. Et ça a été vraiment un moment assez surprenant. Parce que le premier film de cette deuxième génération va vraiment cartonner d'un point de vue international. Ils ont fait Venise, Cannes, Berlin, etc., etc. Donc, ça a été vraiment une surprise, mais une très agréable surprise. Et on peut parler d'une deuxième génération en plus très différente, parce que leur sujet, leur thématique était vraiment très différente par rapport à la première génération, qui était, je dirais, très ancrée encore, peut-être, dans une réalité politique très compliquée, comme vous le savez bien, au Pays Basque. Alors que Alex de la Iglesia et Enrique Urbizu font du cinéma de genre, n'est-ce pas ? Julio Medem, c'est un poète du cinéma. Et Daniel Calparsoro, il fait du cinéma de genre aussi. Hein? Et Elena Taberna, elle reprend un peu l'histoire, par exemple, parce que son premier film a été Joyes, elle reprend un peu l'histoire du cinéma, l'histoire du Pays Basque aussi pour parler de l'ETA, mais c'est peut-être une exception, et elle arrive tardivement aussi, il faut le dire. Enfin, tardivement par rapport à Enrique Urbizu, par exemple, qui tourne son premier film en 87. Elena Taberna tourne son premier film en 99, presque 2000. Hein. Mais voilà, il y avait une deuxième génération. Ils sont tous venus aussi, sauf Julio Medem et Alex de la Iglesia qui est en train de tourner. Et finalement, une troisième génération, déjà 21e siècle, très liée, moi je dirais très liée à un projet que vous connaissez très bien ici, Kimuak. C'est-à-dire le projet du gouvernement basque pour la diffusion de courts-métrages basques. Hein, on le programme tous les jours, tous les ans ici. C'est les 6 ou 7 meilleurs courts-métrages de l'année. Et là, toute une nouvelle génération, avec pas mal de différences aussi, parce que thématiquement, c'est vraiment très différent. Et surtout, je voudrais souligner aujourd'hui une différence qui est vraiment remarquable, parce que pour la première fois, c'est des cinéastes qui vont tourner en langue basque. Et là, je dois vous dire que les 2 générations précédentes n'avaient même pas cette possibilité, parce qu'ils ne parlaient pas basque. Il ne faut pas rappeler que, bien sûr, on vient d'une dictature, etc., qui interdisait les Basques. Donc voilà une troisième génération remarquable de réalisateurs que vous connaissez très bien ici, John Garagno, Goenaga, Telmo Esnal qui est ici,
je sais pas, Altuna, etc., qui sont venus à Nantes présenter leurs films. Vous les avez vus sans doute. L'Oréac, Fleur, que vous avez sans doute vu ici. Juste après, Amama, qui était en sélection officielle et qui a remporté ici le prix du jury jeune. Et l'année dernière, Andia, cette histoire du géant basque, etc., qui a été un succès énorme et qui a reçu 10 prix Goya. 10 prix Goya. Donc, vous voyez la différence? C'est-à-dire, on a passé de deux générations de cinéastes basques qui n'avaient presque pas la possibilité de tourner au Pays Basque parce qu'il n'y avait pas d'industrie cinématographique au Pays Basque, qui ne tournaient pas en langue basque parce qu'ils ne le parlaient pas, à une troisième génération qui peut tourner en langue basque parce que c'est leur langue maternelle et ils le font avec eux. Enfin, je dirais sans engagement politique presque, c'est-à-dire c'est naturel pour eux, c'est spontané, n'est-ce pas? Et puis en plus, ils tournent toujours au Pays Basque. Et le 10 prix Goya, parce qu'il y a énormément de prix, on va dire, techniques, montre bien que là maintenant, on peut, peut-être, je ne sais pas si on peut parler d'une industrie cinématographique basque, mais en tout cas, on peut parler de la possibilité réelle de faire du tournage professionnel au Pays Basque, sans problème. Même étant le film espagnol qui a eu le plus grand succès de l'année dernière. Donc voilà, on a réussi à avoir tous ces cinéastes-là pour les trois premières tables rondes. On a organisé une troisième de producteurs basques et une cinquième de critiques basques. Ça nous intéressait aussi, la critique. Et donc voilà, après de conférences, toutes les conférences sont ici, elles ont été traduites, bien sûr. Et puis pas mal de sujets. On a par exemple proposé à Santos Tunzunegui, qui est peut-être le plus grand chercheur et enseignant à l'Université du Pays Basque, qui avait fait une thèse sur le cinéma basque pendant les années 80. On lui a proposé d'ouvrir le congrès. Il a parlé de... Enfin, le titre est déjà important. 30 ans, ce n'est rien, ou pourquoi et comment nous continuons à parler du cinéma basque. Il a intitulé ça comme ça. Mais après, on a parlé de la bibliographie cinématographique sur le cinéma basque. On a parlé des origines, hein, n'est-ce pas, avec une conférence sur du nouveau cinéma espagnol au cinéma basque de la démocratie, cinéaste basque des décennies 1960 et 1970. On a ouvert aussi la possibilité à deux jeunes chercheurs qui venaient de découvrir pour de vrai, deux films qui étaient perdus dans l'histoire du cinéma basque, un film de 1936, Sinfonia Basca, et un film, et là c'est curieux parce qu'aujourd'hui on a présenté un film de Josu Martinez, c'est Josu Martinez le chercheur qui a trouvé le tout premier film, le tout premier long métrage tourné en langue basque. On pensait que c'était des petits courts métrages. À partir de 1959, on s'est rendu compte que non, en fait il y avait un film, un long métrage tourné en 1956 au Pays Basque français, en langue basque. C'est le tout premier. Mais on ne connaissait pas ni les films, ni le réalisateur. On avait écrit, moi-même j'avais écrit souvent, voilà, c'est un film qui s'intitule Gure Sorlekua, notre lieu de naissance, ou notre terre de naissance, on peut traduire plus ou moins. Et il y avait un réalisateur appelé Madré. C'est tout ce qu'on savait. Bon, il a fait une recherche remarquable et finalement, il a trouvé le film à Paris. Et ce monsieur Madré, en fait, c'était, et vous allez être surpris, c'était un général de l'armée française qui était basque d'origine, dont la langue maternelle était le basque, et qui a trouvé qu'il fallait faire du cinéma en langue basque, etc. Un général de l'armée française. Ça serait très difficile côté espagnol. Ça serait très difficile, surtout en 1956, n'est-ce pas? Vous imaginez un général de l'armée espagnole faisant un film en langue basque? Voilà, ce n'est pas possible. C'est ça le Pays Basque. Bon, après, on a parlé bien sûr de la première génération. C'est Jesús Angulo que vous connaissez et qui est en train de faire pas mal de présentations et qui était hier avec Carlos Boyero ici. On a eu, bien sûr, on s'est posé la question de l'usage et de la présence de la langue basque dans le cinéma basque. On a parlé aussi
d'un sujet politique, c'est-à-dire la nation basque à l'écran. C'est Santiago de Pablo, un grand chercheur aussi, un professeur de l'Université du Pays Basque, qui a souvent abordé ces sujets, surtout en ce qui concerne le nationalisme basque et le cinéma. On a parlé bien sûr de la génération de 90. Après, il y a eu 2 conférences, 2 articles dans le livre, très intéressantes sur ce qu'on pourrait appeler, on avait parlé ici de tout cela, c'est-à-dire filmer au féminin, le féminin filmé, n'est-ce pas? C'est-à-dire la femme au cinéma basque, les cinéastes femmes, Ana Díez, Elena Taberna et plein d'autres, parce que là maintenant vraiment, heureusement je dirais, les femmes basques arrivent avec une puissance énorme et on est en train de découvrir énormément de films récemment et tant mieux parce que voilà, on avait même du mal parfois à remplir les tables rondes parce qu'ils étaient tous presque, enfin, il n'y avait que d'hommes ou presque, n'est-ce pas? Alors, je parlais d'Ana Díez pour la première génération, mais elle arrive tardivement. J'ai parlé d'Elena Taberna pour la deuxième, mais elle arrive tardivement aussi. Donc voilà, il y avait un problème. Et ça arrive aussi, je pense, dans le cadre du cinéma espagnol. Bon, on a parlé aussi de l'importance de l'animation dans le cinéma basque. On a parlé de l'importance du Festival de cinéma de Saint-Sébastien pour les cinéastes basques. Je pense que c'est très important. C'est-à-dire, lorsque l'Oréac, par exemple, ou Amama, ou Andia ont fait partie de la sélection officielle du Festival de Saint-Sébastien, ça a tout changé. Je peux vous dire que c'est ce qu'on appelle en espagnol un rito de paso, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour les cinéastes basques, faire une première au Festival de Saint-Sébastien, c'est quand même le plus important festival en Espagne, donc c'est quand même très important. Bon, on a abordé d'autres sujets, hein. On a parlé des Kimouak, bien sûr, on a parlé de l'industrie cinématographique, donc de l'argent, on a parlé des subventions du gouvernement basque, on a parlé des productions transnationales récentes, on a parlé même déjà d'une 4e génération, peut-être en place. Il y a quelques chercheurs au Pays Basque qui me parlent déjà d'une 5e génération, peut-être. On parle de génération pour se faire comprendre. Hein, il faut savoir ça aussi. Et finalement, comme je vous l'avais dit, on voulait actualiser un peu tout ce qui s'est passé entre 2015 et 2018-2019. On a demandé à une chercheuse qui travaille en Écosse, une chercheuse basque, de nous parler du cinéma basque entre 2015 et 2019. C'est l'article de Miriam Manias qu'elle a intitulé « Quel devenir pour le cinéma basque ?» Donc voilà, je pense que ce qu'on a fait ici, si vous voulez, je vais finir, je vous passe la parole, c'est une sorte d'état de la question sur le cinéma basque. Où on a été en 2015, où on est là maintenant en 2018-2019. Et puis voilà, j'espère que, enfin, je suis sûr que le livre ne sera pas un best-seller en France, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que bon, c'est un effort collectif que j'ai eu le plaisir de coordonner et bon, qui nous a fait très plaisir de coordonner. Ça a été difficile parce qu'il y avait beaucoup de chercheurs, beaucoup de cinéastes aussi. Mais je pense que le mélange était intéressant. Donc voilà, et je m'arrête là et je vous passe la parole directe. Oui, Roséane, tu parlais de la première génération, avec des gens comme Moncho Manderis, etc., qui ont tourné, mais pas en langue basque. La question subsidiaire que j'aurais, bon, tu les as invités en tant que cinéastes basques, mais eux, quand on les interroge, est-ce qu'au départ, quand ils ont commencé, ils se considéraient, même en ne faisant pas un film en langue basque, comme cinéastes basques ou simplement cinéastes espagnols? Ou est-ce que cette image est venue plus tard? C'est une bonne question. Écoute, je connais personnellement, vous aussi peut-être, je connais personnellement Victor Erice, Armendariz, Uribe. Je pense que Pedro Lea, je pense qu'ils ont eu... Bon, tout d'abord, il fallait commencer.
Hein. Uribe avait écrit un article Dejemos al feto vivir, decía. Laissons le petit bébé, ou n'est-ce pas, ou le fœtus grandir, n'est-ce pas? Donc, decía, moins de débats sur la nature du cinéma basque et on va essayer de faire du cinéma, quoi. Donc, je pense que je pense qu'ils avaient une conscience basque. C'était la fin de la dictature, c'était la transition démocratique, etc. Mais ils n'ont pas eu de problème non plus à partir à Madrid et faire du cinéma espagnol. Je pense qu'ils ne se sont pas vraiment posé la question. Enfin, c'est dans les cas de Moncho Armendariz, Uribe, Olea, Erice même. Erice, il est parti direct. Il habite Madrid depuis. Et c'est l'un des plus grands réalisateurs espagnols dans notre histoire. Donc je pense qu'il y avait une conscience basque aussi, qu'on peut trouver à Le procès de Burgos, la fuga de Segovia, La muerte de Miquel, le film d'Imanol Uribe. Mais ils ont été aussi pragmatiques, c'est-à-dire l'industrie cinématographique s'est trouvée à Madrid, et nous on veut faire du cinéma, ils sont partis. Mais moi, je pense que quand on les invite ici, dans le cadre de la fenêtre basque, ils sont très fiers aussi d'être basques, bien sûr. Hein. Il n'y a pas eu ces problèmes-là, je pense. Hein. Et en tout cas, si vous avez la possibilité de lire le livre, vous allez voir dans l'introduction, j'ai dit, moi, en tant que directeur de la Cinémathèque basque, je ne ferai pas de définition sur le cinéma basque. Cela ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, soit on fait une définition très ouverte, soit c'est impossible. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas rentrer dans le détail sur le cinéma basque. C'est juste le cinéma tourné en langue basque, c'est juste le cinéma produit au Pays basque, c'est juste le cinéma réalisé par les cinéastes basques. Le cinéma est un art collectif, métis, je dirais. C'est très compliqué. Moi, la définition là m'intéresse très peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les cinéastes. Et moi, je pense que ça a été un peu notre point de vue là. Après, il y a quelques chercheurs là qui ont bien sûr la liberté d'affirmer. Bon, je trouve que ça, c'est du cinéma basque et pas ça. Bon, c'est pas à moi de le dire. En tant que directeur de la Cinémathèque basque, j'insiste. Pour un congrès peut-être universitaire, j'aurais peut-être un avis. Mais là, il ne fallait pas faire ça, je pense. Il ne fallait pas faire ça. Ouais. La place du documentaire. Écoute, c'est une bonne question. Et je vais te dire pourquoi. Parce que c'est une critique qu'on a reçue. C'est-à-dire, il y a eu un réalisateur que vous connaissez aussi, Juanmi Gutiérrez. Malheureusement, il est décédé. Ça fait 3 semaines qu'il est décédé. On lui a rendu hommage à Saint-Sébastien. Il m'a dit, ouais, j'aurais bien aimé un article, une conférence sur le cinéma documentaire. Et moi, je lui ai dit, et c'est vrai parce que on n'a pas fait la différence entre cinéma documentaire et cinéma de fiction. On a parlé des générations de cinéastes, on a parlé de la femme, on a parlé de la langue basque, etc., sans faire la différence entre cinéma de fiction et de non-fiction. Pour moi, personnellement, j'ai fait très rarement la différence. Enfin, pour un festival comme ceci, bon, on parle des documentaires, mais les frontières sont tellement... Donc, moi, j'ai répondu comme ça. Non, et Juanmi, on n'a pas fait ça parce qu'on a trouvé que c'est du cinéma. Documentaire ou pas documentaire, fiction ou pas, ou non-fiction. Oui, bah, ils ont parlé. Hein. Par exemple, le tout premier film d'Imanol Uribe, c'est un documentaire. Le procès de Burgos, c'est un documentaire. On a parlé du procès de Burgos, bien sûr, comme un film en plus emblématique, tourné en 1979. Vous imaginez, avec une transition démocratique compliquée. Il y a eu une première au Festival de Saint-Sébastien. Ils ont dû cacher quelques bobines parce qu'ils n'étaient pas sûrs que la police arrive, etc. Enfin, ça a été vraiment compliqué, mais c'était un film. C'était un film, quoi. Donc, voilà, c'est une question qui s'est posée. Donc, c'est bien visto. Hein. Mais voilà, on n'a pas voulu faire la différence. Hein. Même si Juanmi, par exemple, qui était surtout un cinéaste de documentaire, il m'a dit ça aurait été bien quand même. Bon, peut-être. Hein. En parlant de... Oui.
Au-delà de la langue basque ou les problématiques politiques qu'il y a pu y avoir, j'ai l'impression, à force d'avoir vu des films basques, qu'il y a quand même un fond, c'est peut-être le fond de la culture, qu'on retrouve même y compris dans des films qui ne traitent pas d'une légende ou je ne sais quoi. On sent que, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est peut-être fantasmé, j'en sais rien, mais qu'il y a que les réalisateurs et réalisatrices sont imprégnés quand même de cette histoire basque, et ça se retrouve y compris dans les films qui ne parlent pas du tout de ces histoires-là. Est-ce que c'est vraiment une impression? Est-ce que toi aussi tu retrouves ça? Écoutez, quand j'ai proposé à Santos Zunzunegui la possibilité d'inaugurer, de faire la conférence, la première conférence du congrès, et donc le premier article du livre, il m'a dit, mais Josiane, mais comment tu me proposes ça? Tu sais bien que je ne crois pas au cinéma basque. Je pense qu'il n'y a pas de cinéma basque. Et j'ai dit, bah, c'est très bien, c'est parfait, c'est pour ça que tu dois venir. Tu vas nous dire que ça n'existait pas. Et il l'a fait, mais je sais ce qu'il pense. J'aurai bientôt un débat avec lui à Bayonne la semaine prochaine. Et je sais ce qu'il pense. Et il parle de la difficulté de parler d'identité nationale pour les cinématographies, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous fait parler du cinéma basque, du cinéma français, du cinéma espagnol, du cinéma catalan, etc. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais il nous a expliqué pourquoi il pense que c'est très difficile de parler dans le cinéma basque, etc. Mais il était d'accord aussi pour d'autres cinématographies. Il disait, c'est très difficile aussi de parler d'un cinéma italien. Qu'est-ce qui fait pourquoi on parle d'un cinéma italien, par exemple? Et donc, voilà, moi, j'ai déduit un peu que, voilà, si on ne peut pas parler du cinéma basque, peut-être qu'on ne peut pas parler non plus du cinéma italien. Parce que... comment on pourrait définir le cinéma italien? Ça serait compliqué, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est encore plus compliqué, ou compliqué davantage quand il n'y a pas d'État, quand il n'y a pas un État basque, n'est-ce pas? C'est encore plus compliqué, bien sûr. Mais voilà, moi je pense que on parle de cinéma basque, et j'insiste, le titre est vraiment très clair. Hein? C'est quoi le cinéma basque? C'est 3 générations de cinéastes. Point. Voilà, pour moi, c'est point. Après, les chercheurs vont dire, etc. Mais Santos Zunzunegui, voilà, il pense que ça n'existait pas. Que ça n'existait pas. Moi, je vois ce que tu dis. Moi, quand je vois, pas seulement pour la langue basque, oui, il y a peut-être... Par contre, je ne crois pas... par exemple, avec Juan Gutiérrez, on a fait quelques débats, parce que lui, il parlait d'une essence du cinéma basque. Pour faire du cinéma basque, il faut faire ça et ça et ça et ça. Et j'ai compris son point de vue, mais c'est tellement difficile. Lui-même, en tant que réalisateur, il avait du mal à suivre les indications, n'est-ce pas? Donc, le cinéma en général, c'est vraiment, j'insiste, et c'est Fernando Trueba qui nous l'a dit ici, el cine es un arte colectivo y mestizo. Et moi, je pense que dans le cas du cinéma basque, c'est un peu la même chose. Collectivo, c'est des équipes qui travaillent dedans. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est aller voir des films, hein, c'est très intéressant. Oui, peut-être. Tu parlais effectivement du fait qu'il y a un État, ça facilite. Probablement, je vois effectivement, si on regarde en Bretagne, l'émergence d'un cinéma breton. On ne peut pas en parler. Il y a des cinémas qui se fait en Bretagne. Et contrairement probablement à ce qui se fait au cinéma basque, au moins parmi les premières générations, ceux qui le font et qui s'identifient comme tels, le font de manière un peu engagée. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté parce que il y a une région qui peut financer, il n'y a pas vraiment cet État qui fait qu'on pourrait dire tiens, il y a un cinéma breton ou pas, même s'il y a au moins un festival, le festival de Douarnenez, qui fait à sa petite mesure ce que tu peux faire à Saint-Sébastien en présentant justement la production bretonne. On sent que là, effectivement, il y a un nœud qui peut permettre plus facilement l'émergence ou pas d'un cinéma, alors, sans le définir, mais bon voilà, cinéma d'auteurs basques ou d'auteurs bretons.
Ouais, je comprends. Écoute, si on l'a fait, c'est parce qu'on pense que le cinéma basque existe. Hein. Existe. Hein. Après, la définition, voilà, c'est une autre chose, mais ça existe. Et vous imaginez, s'il y a bien une cinémathèque basque, ça sert à quoi? S'il n'y a pas de cinéma basque, qu'est-ce qu'on va conserver, n'est-ce pas? Donc, bien sûr que ça existe. Moi, j'insiste, je pense que j'étais très clair dans l'introduction. J'ai dit exactement... oui, je ne vois pas la phrase, mais c'était surtout, voilà, je vais vous le dire, ce n'est pas ici dans mon texte que vous allez trouver une définition du cinéma basque. Ça, c'est clair. Ça ne m'intéresse pas. Et en plus, ça mettrait sans doute mal à l'aise quelques cinéastes, etc. Et moi, j'ai voulu surtout, voilà, pour moi, les plaisirs, c'était d'inviter les chercheurs et le cinéaste et venir tous parler d'une chose. Et ça a été vraiment, quand tous les cinéastes nous ont dit oui, on va y aller, on était vraiment très contents. Particulièrement, je dois insister, avec Víctor Erice. Parce que voilà, on ne parle pas de Víctor Erice souvent comme un réalisateur basque. Et c'est bien dommage parce qu'il est basque. Et très basque même, je dirais. C'est Carlos Saura qui m'a dit une fois une phrase qui m'a choqué. Carlos Saura m'a dit, Víctor Erice es vasco. Víctor Erice es el más vasco de los cineastas que yo conozco. Víctor Erice est le plus basque des cinéastes que je connais. N'est-ce pas? Alors qu'il n'a jamais tourné en langue basque, il n'a presque jamais tourné. Il a fait un moyen métrage au Pays Basque magnifique, intitulé La Morte Rouge. La Morte Rouge. Mais, L'Espíritu de la Colmena, L'Esprit de la Ruche, ou El Sur, El Sol del Membrillo, sont des films tournés plutôt en Castille, quoi, à Madrid, sans problème. Et c'est un grand cinéaste. Moi, j'étais tellement content qu'il puisse venir. Finalement, ça n'a pas... Iberia nous a... Voilà, mais ça a été un accident. Je pense que c'était tellement important qu'il puisse donner son point de vue par rapport à tout ça. Parce que lui, il a fait ses études à Madrid, à la Escuela Oficial de Cine, bien sûr, à Madrid. Et puis, il était là avec toute une génération de cinéastes basques aussi. Hein. Et c'était le groupe, il s'était appelé le groupe de Saint-Sébastien. Avec Anchone Ezeiza, avec Elias Querejeta, le producteur, qui était là aussi, etc. Donc, voilà, même s'il a tourné là-bas, et s'il fait partie aussi, bien sûr, de l'histoire du cinéma espagnol, voilà, c'était un cinéaste basque. Voilà, vous pouvez imaginer, moi j'étais presque en train de pleurer quand il m'a dit qu'il était coincé à l'aéroport de Barajas, quoi. Ça a été horrible. Mais lui, il disait non, c'est une malédiction, José, c'est Oteiza, le grand sculpteur basque. Il ne veut pas de moi là-bas. Non, mais non, Victor, c'est pas ça. Écoute. Et puis, on a fait une rétrospective avec lui à Saint-Sébastien en 2015. Et quand il est venu, vraiment... j'étais choqué parce que voilà, c'était quelqu'un de Saint-Sébastien, quoi. Même s'il est né en Biscaye, c'était quelqu'un de Saint-Sébastien. Je pense qu'il se sentait vraiment très très donostiarra, n'est-ce pas? Et puis enfin, Erice, c'est pas un réalisateur du genre à s'émouvoir très facilement, mais on a présenté L'Esprit de la Ruche et La Morte Rouge, le moyen-métrage. Et il a fait 40 ans après la première de L'Esprit de la Ruche au Festival de Saint-Sébastien. Et c'était le théâtre Victoria Eugenia. Et je peux vous dire, on a fait 40 ans après. Tu vois, pour un réalisateur, son tout premier film, Festival de Saint-Sébastien, 40 ans après, tu viens avec une copie restaurée. Et quand je lui ai passé le micro, on était sur la scène du théâtre Victoria Eugenia, et il ne pouvait pas parler. Il était très ému. Et voilà, c'est sa maison à lui aussi, bien sûr. Une question, mais juste une remarque. Quand on parle, on dirait qu'il faut opposer
être basque ou se considérer plus espagnol. Il y avait un cinéaste, je me rappelle comment il s'appelait, quand il était venu là, il avait dit, pour moi, les nationalités se rajoutent et ne s'opposent pas. Donc il peut être basque, il peut se considérer aussi de Madrid, je sais pas. Et sinon, la deuxième génération qui n'a pas été si engagée comme la première, les années 90, qui sont filmés plus de films de genre. Est-ce qu'on peut penser que la vie politique au Pays Basque dans ces années était très compliquée avec l'ETA et n'ont pas voulu prendre cet engagement? Ouais. Mais il y a quand même des documentaires qui se sont un peu engagés, donc je ne sais pas. Oui, oui. Bon, par rapport à espagnol, basque, basque, espagnol, etc., je viens de le dire. Moi, j'ai rien dit sur ça. J'ai rien dit. Je suis sûr qu'il y a quelques réalisateurs qui se sentent basques et espagnols, sans problème. Il y en a d'autres qui se sentent juste basques. Voilà, ça c'est aussi vrai. Il faut le dire. Pour moi, ça m'est égal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cinéma. Le cinéma. Et donc, par rapport à la deuxième génération, des années 90, bon, moi j'ai parlé, c'est vrai, je ne sais pas si moins engagé, mais voilà, c'est vrai que voilà, ils ont préféré un cinéma de genre, etc. Ceci dit, si on fait une analyse approfondie du cinéma d'Alex de la Iglesia, par exemple, son premier film, produit par Almodóvar, c'est-à-dire Alex de la Iglesia, il tourne son premier court-métrage au Pays Basque, à Bilbao, Mirindas Asesinas, où il parle beaucoup de violence, d'ailleurs, et son tout premier film, Acción Mutante, science-fiction, on va dire, produit par Almodóvar à Madrid. Bon, c'est bien sûr, c'est un peu fou, c'est la science-fiction, c'est l'imagination d'Alex de la Iglesia, mais c'est sur quoi? C'est sur un groupe terroriste. Todo por la pasta, deuxième film d'Enrique Urbizu. Bon, c'est le cinéma du genre, c'est la police, c'est à Bilbao, etc. Il y a un tout petit peu de terrorisme là en toile de fond. Donc, oui, en disant que, bon, c'est clair, Daniel Calparsoro, tout premier film de Daniel Calparsoro, Salto al Vacío, c'est un film hyper violent aussi. Noir, moche même, je dirais. Bon, c'est ce que lui, il avait vécu aussi. Donc, en disant cinéma de genre, je pense qu'il y a une analyse à faire avec la deuxième génération, comme quoi on pourrait peut-être en tirer quelques conclusions, comme quoi, oui, cinéma de genre, mais pour pas aborder peut-être des problématiques politiques, etc., d'une façon trop directe. Comme Imanol Uribe qui tourne les procès de Burgos et il interroge le membre de l'ETA condamné à mort, etc., etc. Ou La Fuga de Segovia, qui est un film sur voilà, quelques prisonniers qui vont essayer d'échapper d'une prison, etc. Voilà, qui était en plus une histoire vraie. Hein. Donc bon, j'ai dit ça, mais voilà maintenant la nuance. Hein, tu vois? Franchement, il y a comme une particularité du cinéma basque, c'est pas, on sait que l'État l'Espagne est un État fédéral, en réalité avec des autonomies. On observera simplement que si on parle beaucoup de la Catalogne actuellement, le Pays basque est la seule autonomie qui se caractérise par une langue non romane, totalement différente des autres. Si on prend le galicien, le catalan, on sait toutes des langues donc importantes au point de vue de la culture qui sont des langues romanes. Le Pays basque, c'est non seulement une langue qui n'est pas romane, mais en plus qui se drape dans une espèce de mystère quant à ses origines. Donc moi, on aime bien les mystères voilà. Au Pays basque. Ce qui me frappe quand même aussi, ça a été de voir comment le Pays basque est apparu quand même comme la première région, même si ça n'a pas été la seule, qui s'est opposée au franquisme. C'est quand même très net. Il faut voir l'évolution de la vision d'ETA par rapport à l'opinion publique française. On peut dire que jusqu'à la transition, l'ETA, il y a une espèce dans l'inconscient français de relation entre la résistance française et l'ETA. Ça change après quand on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'avancées démocratiques. Ouais. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'il y a quand même
une place très importante dans le cinéma basque sur soit des problèmes d'identité culturelle, un peu fantasmés, parce que par exemple quand on voit la structure du Pays basque français et la structure du Pays basque espagnol, c'est totalement différent. Il n'y a rien qui ressemble moins à une ville basque espagnole qu'une ville basque française, ne serait-ce qu'au niveau des habitations, où brutalement on se retrouve dans la verticalité et le collectif, alors que côté français, c'est plutôt la maison individuelle et l'individualisme, et ces maisons qui ont une très forte, j'allais dire, connotation familiale. Ce qui me frappe quand même, ça a été aussi l'importance quand même de la résistance au franquisme dans le cinéma basque. Quand on voit, comment ça s'appelle, bon, je ne parle pas des documentaires qu'on a vus ici, Al fin del túnel, La Pelota Vasca, La Espalda del Mundo, 13.000, mais il y a eu aussi La Casa de mi Padre, la Gorka Marchand, El Viaje de Ariane, oui, tout à fait. Les Todos Somos Invitados, oui. Qui est vraiment quelque chose de très fort. Moi, je sais que quand je vais à Saint-Sébastien sur la place de la Constitution, quand on repasse sous les arcades, moi, tu penses à ça, bien sûr. Scène, la poursuite donc ça, c'est quand même quelque chose qui a profondément marqué le pays, le cinéma basque, qu'on ne retrouve pas dans les autres cinémas. Certes, le cinéma catalan est très très important au point de vue des artistes. On pense à Trueba, on pense à Ariana Gil, mais en tout cas, il n'y a pas cette dimension d'opposition politique. On tombe plus sur des oppositions plus sociales. Moi, je pense aussi qu'au départ, il y a eu aussi, en ce qui concerne le cinéma basque, une espèce de fer de lance sociétal par rapport à l'évolution de la société espagnole par rapport au reste de l'Espagne. Ouais, c'est intéressant. On a évoqué souvent ici le sujet de l'ETA, etc. Et c'est vrai que le cinéma basque a abordé souvent, le cinéma espagnol en général a abordé souvent le sujet, très souvent. Même parfois on dit non, on n'a pas parlé de l'ETA, on a parlé de l'ETA très souvent, très fréquemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit y avoir plus ou moins 75 films, environ 75 films sur l'ETA. Donc voilà, on a vraiment abordé le sujet. Je pense que l'évolution, c'est-à-dire comment le cinéma a abordé le sujet du terrorisme au Pays basque, etc., pas que l'ETA, bien sûr. Il y avait Gall, etc., et d'autres, le terrorisme d'État. Mais comment le terrorisme a été abordé, c'est une question très intéressante parce qu'à mon avis, le cinéma a évolué de la même façon que la société. C'est-à-dire, moi j'ai étudié un tout petit peu le sujet, on voit bien l'image de l'ETA comme la résistance, etc., contre le franquisme, etc., d'une façon très claire dans le cinéma espagnol, qui va évoluer. Imanol est un exemple très clair. Le procès de Burgos est un film pro-ETA. L'ETA qui a lutté, qui s'est battu contre le franquisme. C'est clair. Tu vois les interviews et tout. Et Imanol même, Uribe, il m'a raconté ça. J'étais lui. C'était des résistants. Voilà. La Fuga de Segovia, là, c'est plutôt un film d'aventure. Il y a un tout petit peu de politique, mais plutôt un film d'aventure. Et La Muerte de Miquel, son troisième film, c'est un film critique déjà, avec la gauche nationaliste basque. Et à partir de ce moment-là, Imanol va être très critique, bien sûr, avec l'ETA. Je pense que les choses ont vraiment changé pour le cinéma. Je parle du cinéma basque, mais qui a évolué un peu de la même façon que la société basque et la société espagnole, à partir de 1997. C'est-à-dire, c'est l'assassinat de Miguel Ángel Blanco. Et moi, je pense que ça fait... Et il y a d'autres chercheurs qui sont d'accord. Vous allez lire l'article de Santiago de Pablo, et il est d'accord là aussi. À partir de ce moment-là, le cinéma même s'est dit, ouf, attention, ce n'est pas des résistants, c'est des assassinats, etc., etc. Et là, je pense que pas mal de réalisateurs basques aussi ont pris conscience. Par exemple, il y a un film de Daniel Calparsoro, A Ciegas, qui a été tourné même l'été 1997, c'est-à-dire c'était un film tourné presque pendant
bon, la séquestration et finalement l'assassinat de Miguel Ángel Blanco, le jeune homme politique du Parti populaire. Et lui-même, je pense qu'il a changé un peu son point de vue pendant presque le tournage, n'est-ce pas? Et puis après, tu viens de le dire, voilà, il y a eu énormément de documentaires, n'est-ce pas, la plupart des réalisateurs sont venus ici, hein, qui ont abordé le sujet de l'ETA d'une façon très, très critique. Et je pense même que la gauche nationaliste basque, maintenant, bon, arrive à dire, à faire d'une certaine façon une critique aussi avec tout ça. Ils viennent de dire, on s'excuse, on a peut-être ajouté de la souffrance. Ils ont dit ça récemment. Bon, bah, je pense que le cinéma basque a fait un peu le même schéma. Voilà, on avait vu le final de ETA ici, même prix du meilleur documentaire ici à Nantes, etc. Et puis voilà, je pense qu'il y a eu une évolution. Et les cinémas, moi parfois, je parle de osmose entre le cinéma et la société. C'est-à-dire tout le temps la société qui va nourrir le cinéma qui nourrit aussi la société. Et je pense que ça a été très très clair pour le cinéma basque. Oui, juste une question sur les GAL, les groupements antiterroristes de libération. Est-ce qu'ils ont été évoqués dans le cinéma basque ou le cinéma espagnol? Les GAL, groupements antiterroristes de libération, est-ce qu'ils sont évoqués dans la filmographie? Si. Bon, je viens de parler du film d'Enrique Urbito qui parle un peu de tout ça, Todo por la Pasta. Il y a eu, bien sûr, il y a eu plusieurs. Il y a eu même quelques films français tournés ici. Sur les GAL, si. Et puis, oui, récemment, il y a eu quelques productions sur... Et je pense que, bon, on connaît de plus en plus les détails de cette triste histoire du terrorisme d'État. Et bien sûr, oui, il y a eu pas mal de cas. Il y a eu Mario Camus aussi, par exemple, qui a tourné un film remarquable, Sombras en la bataille, avec Carmen Maura, qui interprète le rôle d'une militante de l'ETA qui est face à quelques policiers, membres du GAL, etc. Donc oui, tout à fait. Il y a eu ça aussi. Il y a eu quelques mauvais films aussi sur le GAL. Oui. Ce qui a fait vraiment basculer l'opinion par rapport au GAL, ça a été l'attentat de Bidaray au Pays Basque, où il y a un berger qui allait dans sa bergerie, un vieux berger du coin qui montait dans sa petite voiture avec une lycéenne de 16 ans qui venait en vacances là, qui était assassinée alors que c'était une erreur, puisque les gens du GAL croyaient que ça allait être une réunion de responsables de l'ETA. Et en fait, c'est un type qui avait simplement le malheur d'être là au mauvais moment. Et en tout cas, au Pays Basque, puisque je suis un peu intégré là-bas, ça a été renversement immédiat de l'opinion publique par rapport à ça. Et quand ils ont séquestré Segundo Marey, et quand ils ont assassiné pas mal de gens, c'est-à-dire c'était toutes des erreurs. C'était une erreur. C'était horrible. C'était du terrorisme. Et ça, c'est une triste histoire au Pays Basque et une triste histoire pour l'État espagnol. Je pense qu'on est tous d'accord. Et bien sûr, le cinéma a abordé les sujets. Je ne sais pas s'il y aura plus de films sur ces sujets-là, mais en tout cas, ça a été, oui, une histoire douloureuse, on va dire. Mais c'est vrai que dans les cinémas de fiction, moi je pense notamment au film El Viaje de Ariel et Todos somos indignados, c'est une charge énorme contre Théa. Et ce qu'il faut quand même voir aussi, c'est la dimension courageuse des cinéastes qui ont tourné ces films-là. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu effectivement un premier cessez-le-feu qui a en fait servi à ETA à reconstituer les caches, reconstituer les commandos, puis qu'après c'est reparti de plus belle avec des assassinats, notamment l'attentat qui a été commis à Salién de Gallego, donc en Aragon, à la frontière. Deux gardes civils, ouais. Au col, où il y a deux gardes civils qui vraiment n'y pouvaient rigoureusement rien, qui se contentaient de faire du contrôle de circulation en dessous du col de Portalet, qui ont été assassinés dans l'explosion de leur voiture. Et là aussi, ça a été... Donc, à l'époque, il faut quand même se rendre compte que nous, on voit ça, je veux dire, maintenant, dans l'analyse
politique, Mais- mais qu'à l'époque, il fallait énormément de courage Oui, oui. pour, pour se lancer Je ne sais pas si là-dedans, vous, oui, vous vous souvenez peut-être du film La Pelote basque de Julio Medem. La première à Saint-Sébastien en 2003, septembre 2003, ça a été vraiment énorme. La polémique a été vraiment... Là, les cinémas au cœur d'une société et d'un débat politique qui était vraiment énorme. Bon, c'était... Aznar était au pouvoir. Enfin, ça a été... Moi, j'ai étudié un peu les cas parce que la presse a beaucoup parlé de Julio Medem, mais je pense que enfin, il s'est fait attaquer d'une façon... alors que bon... c'est-à-dire la volonté de Julio Medem, c'était bon, de parler, essayer d'encourager ceux qui pouvaient entamer un dialogue pour essayer de régler les problèmes ou essayer de diminuer un peu la violence aussi. Mais enfin, je retrouve que ça a été un tremblement de terre, la Pelote basque à Saint-Sébastien, avec quelques positions qui étaient quand même... enfin, exagéré, enfin, pas le moindre relativisme. C'est-à-dire, il parlait de... Je m'en souviens, un philosophe remarquable comme Fernando Savater, qui a dit Julio Medem est en train de faire avec le nationalisme basque ce que la réalisatrice nazie, comment ça s'appelle, Leni Riefenstahl avait fait avec le nazi, alors qu'il n'avait même pas vu le film. Bon, écoute, je pense que c'est une très mauvaise comparaison, quoi. Enfin, donc, ça a été vraiment quelque chose. Donc voilà, les cinémas au cœur, là, d'une société. Et c'est pour ça que j'ai parlé encore du Festival de Saint-Sébastien aussi, qui a vécu ces genres de problématiques. Hein. C'est-à-dire que, voilà, j'insiste... rite initiatique, n'est-ce pas, pour le cinéaste basque. Et sans doute, Julio Medem, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Et il y a toute une campagne médiatique, surtout de la droite espagnole, et l'extrême droite espagnole aussi, et contre lui. Et je pense qu'il est en train toujours de payer les conséquences. Toujours de payer les conséquences. C'est-à-dire que ça a été terrible pour lui. Et je pense que c'était très injuste aussi. Très injuste. On pouvait être critique, on peut peut-être pas aimer les films, bien sûr, mais dire que c'est du terrorisme cinématographique, arrêtez, il faut vraiment... Je pense que c'était tout à fait exagéré. Elle a lieu où la formation des cinéastes basques? C'est une bonne question encore. Bah, écoutez, jusqu'au présent, il n'y avait pas d'école de cinéma, hein, parce qu'il y a quelques petites écoles de vidéo, etc. Mais là, maintenant, depuis septembre 2018, j'en suis ravi, nous avons une école de cinéma qui s'appelle Elias Querejeta Cinescola. École de cinéma Elias Querejeta. Je fais partie du comité académique de cette école et la Cinémathèque basque fait partie de cette école. C'est une école dirigée par Carlos Mugiro, qui était un cinéaste aussi, navarrais. Et on vient d'inaugurer. On va voir la première promotion là, de 45 étudiants. Mais ce n'est pas une école juste pour la création. C'est qui fait de l'école quelque chose de très original. Je suis particulièrement fier de ça, parce c'est un projet de Carlos Mugiro, mais on a tous collaboré. Et c'est une école où il y a 3 axes de formation, c'est-à-dire la création, bien sûr, c'est normal, comme dans toutes les écoles de cinéma. Il y a aussi les archives, c'est-à-dire on apprend aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver les cinémas, comment on fait ça. Voilà, je suis bien placé là pour le dire, parce qu'une cinémathèque, voilà, on fait que ça, presque, n'est-ce pas? Et puis après, la programmation. Comment on fait de la programmation cinématographique aussi? Ça, il faut l'apprendre aussi. On ne peut pas programmer comme ça, parce que j'aime bien ça et j'aime bien ça. Ça, c'est pas un programmateur. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train d'enseigner des choses qui sont très importantes. Et je pense qu'on est en train de construire, ça, M. Petit il le sait bien, parce qu'il connaît les bâtiments de Tabacalera, une ancienne usine à tabac à Saint-Sébastien, 37 000 mètres carrés pour la culture. Pour la culture, c'est tellement important ça.
Je m'en souviens, j'ai accueilli en 2016 un journaliste français qui est venu nous voir. Il parlait de la capitale culturelle de Saint-Sébastien en 2016, capitale européenne, etc. Il était un peu critique et je lui dis oui, mais en 2016, tu es en train de m'interviewer dans un bâtiment 37 000 m² sur la culture. On parle des cultures, on parle des cinémas, on parle d'une école de cinéma, etc., etc. Alors que il y a 10 ans, on parlerait de quoi? On aurait parlé de terrorisme, violence, blablabla. On est en train de parler de culture. Ça, c'est magnifique. Et l'école de cinéma, je pense que vraiment, on est en train de construire quelque chose de très important. Et à moyen terme, je pense qu'on verra les résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a un festival de Saint-Sébastien, on travaille tous ensemble. Festival de Saint-Sébastien, 2e étage de Tabacalera. Cinémathèque Basque, 2e étage de Tabacalera, avec 2 salles de cinéma. Les archives en sous-sol. Et après Tabacalera, qui est une sorte d'usine de création audiovisuelle. Et en plus, là maintenant, une école de cinéma qui a les 3 axes du bâtiment. La création, la conservation, la programmation. Et on travaille pas dans la même ville, pas dans le même bâtiment même. On travaille tout le temps ensemble. Moi, je fais partie du comité de sélection et direction du festival. Je suis dans le comité académique de l'école de cinéma. Et c'est la même chose un peu pour les collègues de Tabacalera qui sont ici et ici. On est en train de travailler ensemble. On est en train de construire quelque chose à Saint-Sébastien et au Pays Basque en général. Je pense que ça va donner des résultats énormes. Énormes. Et les bâtiments, enfin, je suis peut-être pas très objectif, mais les bâtiments est... Très facile à trouver, c'est juste à côté de la gare, juste derrière. Et alors, pour un Français qui arrive là-dedans, c'est extraordinaire. D'abord, la cinémathèque basque que Rochéane m'a fait visiter, c'est extraordinaire. Il y a des salles de ciné qui n'ont rien à envier au 14A, à la grande salle du 14A. Il y a surtout, ce qui est très frappant, c'est la liberté d'accès à la culture. Ce qui est totalement frappant, c'est moi ce qui m'a frappé à la Tabacalera, c'est la liberté d'accès. C'est-à-dire toute la culture est accessible. On y rencontre des gens de toutes conditions, de tout milieu. Ça m'a frappé. Il vous a parlé du 2e étage, c'est l'étage du cinéma. Mais il y a le 1er étage où il y a une bibliothèque où on a accès à tout un tas de bouquins, tout un tas de médias. Vous montez au dernier étage, vous avez une vue extraordinaire sur Saint-Sébastien et vous voyez des jeunes en train de répéter des danses, mais totalement librement, sans aucune surveillance, sans rien du tout. Et c'est vraiment la culture à portée de tous. Il suffit, je dirais, pour accéder à la culture à Saint-Sébastien, vous poussez la porte, vous y êtes. Voilà. Bon, il n'est pas payé par l'Office de tourisme de Saint-Sébastien. C'est juste... Non, je ne suis pas payé Monsieur par Petit, il est objectif. C'est quelque chose quand même, si vous voulez, quand on voit quelquefois en France la façon dont tout est remonté, difficile d'accès, on est quand même époustouflé. Sans compter en plus que vous êtes dans un endroit d'art nouveau, avec du design, des trucs comme ça, où tout a été pensé. C'est vraiment extraordinaire. Ça, je dois dire que... Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai été 2 fois rendre visite à Rochéane, et moi je suis émerveillé à chaque fois. Émerveillé de voir la qualité des programmes et puis cette liberté. C'est surtout cette impression d'accès libre à la culture, de rencontre des gens. Enfin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je parle toujours de la France comme le modèle par rapport au cinéma. On a tellement de choses à apprendre là-bas par rapport à ce qu'on fait ici par rapport au cinéma. Voilà, moi je suis... Ici j'étais peut-être un peu plus critique, mais là-bas je suis vraiment très très francophile. Et j'ai dit, attends, on a tellement de choses à apprendre. On a tellement de choses à apprendre. Et là maintenant, je ne sais pas, il y avait un journaliste ici, et je parlais avec lui aussi, c'était la même chose. C'était la même chose, c'est-à-dire... Il faut copier l'exemple français, comme quoi, voilà, le cinéma français, c'est une question d'État. C'est un drapeau culturel magnifique pour la culture, pour la France, etc. Et ça, on n'a pas appris en Espagne. Ça, on n'a pas appris encore. C'est terrible. Un gouvernement change, les points de vue sur le cinéma espagnol changent. Mais c'est quoi ça? C'est pas possible, ça. Et ça, au Pays Basque, les choses se passent plutôt pas mal, je pense, au Pays Basque.
Mais je pense qu'il y a plein de choses à apprendre quand on parle du cinéma espagnol. Le Rochefort ne peut pas demander à un conservateur de discothèque d'avoir une vision sur niveau et sur le cinéma. Le problème, il est là. Rochéane, j'avais une question sur la cinémathèque proprement dit, donc archivage, etc. Est-ce que tu archives aussi, je fais encore le parallèle avec le Cinémathèque Bretagne, des choses qui n'ont pas été tournées ni par des gens, des Basques, mais qui parlent du Pays Basque, comme des reportages qu'on pu faire. Est-ce qu'il y a aussi cette dimension? Absolument. J'irai même plus loin. Bien sûr, tout ce qui est en rapport avec le Pays Basque m'intéresse. Bien sûr, les cinéastes basques qui ont tourné ici ou là-bas, tout m'intéresse. Mais le cinéma international m'intéresse. Là, récemment, on a trouvé, par exemple, un film de Méliès qu'on a retrouvé à Saint-Sébastien. Est-ce que... Méliès n'était pas basque. et nous avons une cinémathèque. C'est une cinémathèque. Bien sûr que ça m'intéresse. C'est l'histoire du cinéma. Bien sûr. Là, de ce point de vue, on est très international. En plus, on a des contacts avec la cinémathèque française, la cinémathèque espagnole, la catalane, etc. On travaille tous ensemble. Nous avons des objectifs qui sont là internationaux, quoi. Ah, là, c'est une autre chose. Pour la télé, c'est pas vraiment une archive de télévision. Bon, ceci dit, là peut-être je serais un peu plus restrictif, on va dire. Mais si c'est par rapport au Pays Basque, etc., je suis preneur aussi. Oui. Par contre, si tu me dis, bon, j'ai une archive des émissions de télé je ne sais pas, des Philippines, bon, je te dis, c'est pas la Cinémathèque basque qu'on va conserver ça. Voilà. Absolument. Ouais, là, oui, tout à fait. Oui, mais j'avais une question. Oui, je vais faire la transition en parlant de Jane Coac, puisque vous parlez d'archives. J'avais une question plus par rapport à l'Iparalde, c'est-à-dire le travail que vous faites avec l'Iparalde. Est-ce que vous avez quelque chose... Avec quoi, pardon ? Avec le Pays Basque français. Est-ce que vous travaillez avec, mais écoutez, avec Bayonne ou, voilà, Oui. Si vous regardez là, parmi les logos, vous allez voir les Euskal Kultur Erakundea, c'est-à-dire l'Institut culturel basque. C'est-à-dire, c'est grâce à l'Institut culturel basque du Pays Basque français qu'on a réussi à publier ça en français. Donc, on travaille tout le temps ensemble. La conférence de presse, il y a 2 semaines, a eu lieu à Bayonne. On travaille, et moi, je ne vois pas de frontières à Irun. Pour moi, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire, on travaille tout le temps ensemble. Et je viens de vous le dire, le 12 avril, je vais faire un débat avec Santos Zunzunegui à Bayonne. Pour moi, je ne vois pas de frontières du tout à l'Adour, au Bidasoa. Voilà. Enfin, non. Oui, on travaille tout le temps ensemble. Là, surtout, on a reçu aussi, bien sûr, le soutien de l'Institut Etchepare, qui est absolument nécessaire. Mais on travaille beaucoup avec le Pays Basque français. Je vais vous dire quelque chose d'autre. À la Cinémathèque basque, on organise toujours une rétrospective entre octobre et décembre pour un cinéaste ou une cinéaste basque. Cette année, en 2018, ça a été Elena Taverna. L'année prochaine, on va consacrer un livre, un ouvrage, et une rétrospective à une réalisatrice née à Biarritz, qui est une réalisatrice qui n'a pas fait du cinéma basque, mais ça m'est égal. Elle a fait du cinéma français. Elle s'appelle Yannick Bellon. Elle a 94 ans. Elle a un parcours magnifique. Magnifique. Bon, même plus long, c'est-à-dire, elle a commencé en 1947. Elle a tourné son premier court-métrage, Goémon, d'ailleurs, ici, hein, pas loin du tout, et elle a remporté le Festival de Venise. Après, en 1994, par exemple, en 1974, pardon, La Femme des gens, son long-métrage, a remporté le Festival Saint-Sébastien. C'est une réalisatrice née au Pays Basque français et elle n'a pas
d'ouvrages consacrés en français. C'est-à-dire, on va être le premier à publier quelque chose sur elle. L'auteur sera Éric Leroy, qui travaille pour le CNC et qui a été directeur de la FIAF, de la Fédération internationale des archives filmiques. Et je suis particulièrement fier de pouvoir parler sur une réalisatrice née au Pays Basque qui a tourné, qui a fait du cinéma français et qui est magnifique. Elle est toujours vivante. Malheureusement, elle ne pourra pas déjà. Elle est vraiment très âgée, elle a 94 ans. Hein. Mais elle a un parcours magnifique. Son dernier film, c'est 2017-2018. Hein. Vous imaginez 1947, 2018. Un parcours inimaginable, quoi. Et puis voilà, on va travailler donc un peu au Pays Basque français. Moi, je vais proposer d'amener la rétrospective là-bas aussi. On la fera sans doute à Bilbao et Saint-Sébastien, peut-être à Vitoria, mais j'aimerais bien que ça se passe aussi à Biarritz ou à Bayonne. On va essayer en tout cas. Pour nous, il n'y a pas de frontières. Voilà, je pense que le cinéma nous attend. Ça a été beaucoup plus long que prévu. Et merci beaucoup. J'espère que si vous avez la possibilité de les lire, j'espère que ça vous plaira. Allez, ciao, ciao.